Bonsoir à tous. Dans une dizaine de minutes, on reviendra sur l'audience d'aujourd'hui au procès des attentats du 22 mars avec la décision de certains accusés de quitter le prétoire ce matin pour protester contre leurs conditions de détention ou de transfert. On sera avec Aline Ferry, qui est l'avocate de Life for Bruxelles, dans une dizaine de minutes. Mais on va commencer par parler notamment d'énergie et de logement avec Martin Casier, qui est député bruxellois pour le Parti socialiste. Bonjour Martin Casier, merci d'être avec nous, député bruxellois, aussi conseiller communal dans l'opposition à Watermal-Boisfort. On va commencer par votre commune, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on parle de la crise de l'accueil des réfugiés pour commencer. Il y a deux problèmes distincts, hein. Il y a l'accueil des Ukrainiens d'un côté et puis il y a l'accueil des demandeurs d'asile de l'autre. On va d'abord voir une photo prise sur votre commune. Ce sont les praticables qui ont été installés pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Ils sont donc en place, c'est praticable, ils vont accueillir des familles. C'est une bonne nouvelle pour Watermal-Boisfort ou pas ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Bonjour d'abord. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a aujourd'hui plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens qui sont accueillis d'abord par l'État fédéral et puis après qui doivent se trouver un logement au sein de notre région bruxelloise. Et on a besoin de leur offrir un logement digne, temporaire, mais dans toute la dignité. Et ici, les modulaires sont un des éléments de réponse. Vous savez qu'il y a aussi des réquisitions d'hôtels, de l'utilisation d'espaces vides, mais les modulaires, 75 modulaires développés par la région, sont aussi un des éléments de réponse. Ouais, donc pour l'instant, il y en a 12 sur la commune de Watermal-Boisfort. Ça veut dire 12 familles qui vont être accueillies. Tout à fait. Et puis après, les 75, ce sera sur Watermal, sur Molenbeek et sur Schaerbeek. Tout à fait. C'est suffisant ou on a un petit peu pataugé sur cette affaire, et notamment dans la répartition entre la région, le fédéral, les communes ? Alors comme souvent, malheureusement, un peu dans la question des réfugiés, l'État fédéral n'est pas toujours à la hauteur de sa responsabilité. On le voit aujourd'hui aussi avec le nombre de personnes... Théoriquement, c'est du ressort des régions, l'accueil des réfugiés. Oui, bien sûr, mais par contre, toute la gestion de l'accueil de l'asile et toutes ces questions-là, elles sont du fédéral. Et donc on a cette difficulté aujourd'hui. Il suffit de se balader dans les rues de Bruxelles pour bien voir le nombre de personnes qui sont en recherche, qui n'ont plus de centre d'accueil. On sait que les gouvernements précédents, le MRNVA principalement, avaient aussi diminué tout le nombre de places d'accueil. Bref, donc tout ça, c'est une responsabilité fédérale dans laquelle, malheureusement, l'État continue un petit peu à faillir, et donc c'est la région bruxelloise qui prend aussi beaucoup de responsabilités. Et ici, sur le coup, d'abord, on avait commencé à mobiliser la générosité des Bruxellois et des Bruxelloises qui ont accueilli par milliers des réfugiés ukrainiens, ce qui était un magnifique acte. Et puis, évidemment, il était légitime qu'on trouve aussi des solutions plus structurelles. Il y a quand même beaucoup de familles qui s'essoufflent au bout d'un certain temps. Des habitats modulaires comme ça, ça ne fait pas rêver quand même. Est-ce que c'est vraiment une solution structurelle ? On ne sait pas combien de temps les réfugiés ukrainiens vont rester, mais c'est sans doute pour des mois encore, voire peut-être des années. Alors vous avez raison, c'est évidemment pas une solution structurelle, mais c'est une solution temporaire et digne. L'aménagement à l'intérieur de ces modulaires sera tout à fait digne et tout à fait acceptable et permettra à ces familles d'avoir un chez eux. Ouais. On a des espaces de 1, 2 ou 3 chambres. On ne crée pas des nouveaux ghettos avec ce genre de village ? Non, pas du tout, parce qu'ici on est intégré non pas au milieu de nulle part, on est au milieu d'un quartier boisfortois, à la frontière avec Oderghem, on est à côté du métro, on est à côté de commerce, donc on est vraiment dans un espace de vie. Et donc ici, c'est pas du tout une question de ghetto, tout à l'inverse. Ça aurait été un ghetto si on en avait mis 200. Ici, on est sur 12 logements modulaires et il y a une vraie attention qui sera réalisée à ça. Il faut aussi savoir qu'il y a un vrai service d'accompagnement qui va être mis en place avec Brussels Help, avec différentes associations, et donc les gens vont être accompagnés dans toutes leurs procédures, dans leur arrivée, dans leur intégration. Alors, l'autre thématique, ce sont les demandeurs d'asile. Là, on sait que FEDASIL est débordé, visiblement le fédéral ne trouve pas de solution. On voit de plus en plus de demandeurs d'asile, y compris parfois avec des familles qui dorment dans les rues de Bruxelles. Tout à fait, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Catherine Moreau quand elle tacle et le fédéral et les communes du Sud, quand elle dit à Uccle, bizarrement, il n'y a aucun projet de centre FEDASIL. Elle semble s'en étonner. C'est un constat, donc elle a raison. Ouais. Et c'est vrai qu'on sait bien que, et singulièrement à Bruxelles, on a toujours ce sont les communes du centre et les communes du nord qui sont souvent... Ce sont les propos qu'elle a tenus dans la dernière heure ces derniers jours. On est en train de tirer sur un élastique qui est en train de craquer. On est aux limites de ce qu'on peut tolérer sur ce territoire avant la bagarre générale. C'est très dur. Ce sont toujours les mêmes communes. Ce sont toujours les mêmes communes qui se retrouvent en fait à être celles qui doivent assumer le fait qu'il n'y a pas une solidarité ni régionale ni fédérale qui est suffisamment organisée. La région peut imposer à Uccle, peut-être à Woluwe, peut-être à Watermal-Boisfort. Nous, on a un centre d'accueil, en l'occurrence à Beaulieu, qui accueille les réfugiés, qui a été mis en place avec tous les acteurs. Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut penser, c'est... Sinon, on va revenir sur ce que vous disiez avant, M. Grosfilet. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des ghettos. Et donc, tout l'objet, c'est de créer des espaces d'accueil dignes, dispersés dans la région, et qui permettent à tous les réfugiés de vivre à la fois dignement et de s'intégrer dans la société bruxelloise. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, puisqu'il y a aussi tout un nombre de réfugiés, et c'est ça aussi qui crée une difficulté, qui souhaitent aller ailleurs et qui ne sont que de passage à Bruxelles. Alors, je voudrais qu'on parle de nos factures d'énergie maintenant, si vous voulez bien. Difficulté de paiement pour l'énergie pour de nombreux ménages. Et vous avez émis l'idée d'un opérateur
opérateur public, c'est quoi cette idée? C'est quelqu'un qui produirait ou qui commercialiserait l'électricité sur Bruxelles et qui serait un service public? Oui, donc l'idée, c'est de dire, en fait, le fonctionnement de l'énergie, aujourd'hui, tout le marché de l'énergie a failli. Ouais. Et il a failli parce que le constat qu'on doit quand même poser, c'est qu'en fait, la libéralisation des marchés de l'énergie n'a absolument pas tenu ses promesses, et plus exactement, a, en l'occurrence, même aggravé en partie la situation. Et donc, l'idée, c'est de se dire que dans toute la chaîne de l'énergie, historiquement, on avait des opérateurs publics de production d'énergie, Electrabel à l'époque, voilà, oui. Qu'on a privatisé, ouais. Voilà. Et par contre, donc ça, on doit remettre de la main, effectivement, publique sur la question de la production, ouais. On le voit bien aujourd'hui, mais on doit aussi mettre de la main sur un élément du système qui n'a jamais été public, c'est-à-dire la fourniture de l'énergie, c'est-à-dire en fait le contact que le citoyen bruxellois a. C'est la commercialisation. Voilà, ouais. Tout à fait. Et votre idée, c'est quoi? On nationalise, comme le propose le PTB, des moyens de production et puis on commercialise, ou c'est juste la commercialisation, ou c'est un mix entre les deux? Donc ici, pour l'instant, évidemment, la proposition de l'ordonnance que nous voudrions déposer, la réflexion que nous avons, elle n'est pas encore déposée. La réflexion que nous avons, c'est évidemment, elle est limitée au territoire bruxellois, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est la limite institutionnelle. Il n'y a déjà plus que 2 fournisseurs privés à Bruxelles. Hein. Donc la logique, elle est celle-là, c'est qu'on voit bien à Bruxelles qu'il n'y a plus suffisamment de concurrence. La libéralisation a été encore plus négative à Bruxelles qu'ailleurs parce qu'on est un petit territoire. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un opérateur public, géré par le public, qui aura à la fois la responsabilité de produire de l'énergie sur le territoire bruxellois, et on l'espère aussi dans les autres régions. On va installer une centrale à Bruxelles? Non, mais par contre, c'est l'idée de penser par nos solaires. On a 20 millions de mètres carrés de toiture, c'est des chiffres de Bruxelles Environnement, qui sont à disposition pour installer des panneaux solaires. Et on voit bien qu'on est en retard en région bruxelloise sur ces installations. Donc il faudrait un opérateur public. Donc il faudrait un opérateur public. Donc Bruxelles pour Électricité, quelque part, exactement. Qui installerait des panneaux. Exactement. Et qui assurerait la commercialisation de cette énergie. Et qui permettrait du coup de se fournir, d'avoir un troisième acteur sur le terrain d'énergie. On peut aussi penser à l'usine de biométhanisation qui va arriver à Bruxelles, qui va elle aussi produire de l'énergie. Tout ça devrait rentrer dans un opérateur public. Il aiderait à faire baisser les prix sur Bruxelles? Alors en tout cas, ce qu'il devra assurer, c'est d'avoir une stabilité des prix. Ça, c'est le plus essentiel et c'est tout le problème que nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi une stabilité des prix? Parce que si l'opérateur est lui-même producteur, eh bien en fait, il ne va pas devoir aller se fournir sur le marché de l'énergie qui est soumis aujourd'hui à tous les aléas qu'on connaît. Et donc, on pourra offrir des prix beaucoup plus stables et puis un service clientèle aussi d'accompagnement en lien avec les CPS, en lien avec tous les acteurs pour éviter des impayés. On peut se permettre, Martin Casier, de douter du fait qu'on soit un jour autosuffisant à Bruxelles en électricité. Bien sûr, il faudra toujours continuer à acheter de l'électricité qui viendra de Flandre, de Wallonie, voire de beaucoup plus loin. De beaucoup plus loin. Mais tout l'enjeu, c'est la proportion d'énergie locale que nous devons installer. Ouais. Et puis surtout, c'est de rendre aussi les citoyens bruxellois acteurs de leur production d'énergie à travers les communautés d'énergie, le partage de cette énergie, et donc en fait de se désolidariser un petit peu de ce marché qui faillit complètement. Donc c'est votre proposition, créer un fournisseur bruxellois d'énergie et producteur. C'est juste une idée ou ça a une chance d'être concrétisé? C'était pas dans l'accord de gouvernement, personne n'a parlé de ça et c'est pas lancé pour l'instant. Non, alors on a des études à Bruxelles Environnement qui sont en train de lancer, le gouvernement a souhaité lancer des études par rapport à ça, donc c'est pas du tout une idée en l'air, et puis surtout ça existe ailleurs, à Hambourg, à Barcelone, il y a des opérateurs publics de production et de fourniture d'énergie. Aujourd'hui, à Hambourg, c'est devenu le 2e fournisseur de tous les Hambourgeois. Et donc, il y a une véritable réalité. On n'est pas ici dans une idée en l'air. Donc, vous allez la déposer, cette idée? En tout cas, on continue à travailler au gouvernement. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on a besoin d'un débat serein au sein de la majorité et au sein du Parlement. Avant la fin de la législature? Ou ce sera plutôt pour la prochaine législature? Ça va se concrétiser un jour? À tout le moins, ce que nous aimerions, c'est que ce soit un des enjeux du gouvernement prochain. Mais je pense qu'il est déjà nécessaire d'avoir un débat au Parlement avant ça, oui. Alors, dernier thème que je voudrais aborder avec vous, la problématique des loyers. On sait qu'il y a donc désormais plus de possibilité d'indexer les loyers pour les passoires énergétiques, donc ceux qui ont les PEB les plus défavorables. Le syndicat des locataires trouve que ça ne va pas du tout assez loin et qu'il faut agir autrement et de manière plus ferme contre l'indexation des loyers et pour essayer de réguler d'une manière générale les loyers. Et il prend régulièrement, ce syndicat des locataires, c'est José Garcia notamment, le monde politique à partie. Vous lui répondez quoi? Mais d'abord qu'en fait, il n'y a pas que l'ordonnance sur l'indexation des loyers. C'est-à-dire que depuis la législature, le début de cette législature, on a à la fois créé le statut de loyer abusif dans l'ordonnance, donc on a fixé les premières bases dans l'encadrement des loyers. Ça, c'est un élément factuel et juridique. On a mis en place une allocation loyer qui va bénéficier à 10 000 ménages entre 180 et 250 euros. Mais quand le syndicat des locataires vous dit qu'il faudrait interdire l'indexation de tous les loyers, quel que soit le PEB, vous pouvez le suivre ou pas? Alors, ici, on a trouvé un compromis politique.
Le compromis politique, c'était de dire que on va lier le mécanisme d'interdiction d'indexation à un mécanisme d'efficacité énergétique. Pour ce qui est du Parti socialiste, et c'est pas un secret, nous avons évidemment estimé que dans la crise, ici, avec une indexation de près de 11%, c'était une indexation qui était déraisonnable par rapport à la réalité de terrain. Mais le compromis politique, et qui a le mérite d'exister et qui va déjà permettre d'encadrer un peu plus de 70% des loyers à Bruxelles, parce qu'il n'y a pas que le PEB, il y a aussi l'obligation d'enregistrement du bail, l'obligation, voilà. Et donc, en fait, on a un contrôle qui est beaucoup plus large que la seule mesure stricte de l'application du PEB. Ouais. Dans la prochaine législature, il faut aller plus loin. Je pense qu'on a une crise du logement à Bruxelles. Vous savez, en 30 ans, les loyers ont augmenté très largement plus que les salaires des Bruxellois, donc on a une difficulté et le logement social ne peut pas répondre uniquement à ça, donc on a besoin effectivement d'un meilleur encadrement du marché privé, c'est très clair. Alors je vais revenir justement au logement social et on va revenir à votre commune de Watermal-Boisfort, puisqu'il y avait un projet qui a fait couler énormément d'encre, c'est la construction de logements sociaux sur le champ d'Écailles, qui était un espace occupé notamment pour de l'agriculture urbaine. Ça avance, il y aura réellement des logements sociaux dans les prochaines années sur ce terrain? Ça avance bien parce que notre... Je rappelle qu'à Watermal-Boisfort, vous êtes dans l'opposition. Tout à fait. Mais c'est un projet régional, donc c'est la région qui est à la manœuvre. Et là, à la région, vous êtes dans la majorité. Tout à fait. Et ça avance bien parce que nous avons, je pense, réussi aujourd'hui avec la sélection du bureau d'architectes qui va donc, il y a un architecte qui est désigné. Tout à fait. Et ça a été fait en concertation avec les acteurs de la ferme du Champ d'Écailles, donc les acteurs des opérateurs de l'agriculture urbaine sur site. Et ça va permettre, comme nous le souhaitions depuis le début, à la fois de préserver toute l'agriculture urbaine sur le site et de construire sur une petite partie des logements, on parle d'une septantaine de logements, et donc de conserver toutes les activités de la ferme comme ils le souhaitaient. Et donc je pense qu'on a effectivement trouvé un magnifique compromis qui permet à la fois d'avoir du logement social et qui permet de poursuivre dans une activité nécessaire de transition écologique. Et donc ça veut dire que la région et la commune sont réconciliées sur ce dossier? Alors la commune de Watermal-Boisfort, on attend encore un peu sa position par rapport à cela. Elle est pour l'instant en attente. On n'a pas d'évolution de la position du bourgmestre. Il s'y opposerait par tous les moyens. Il continue à s'y opposer, mais en attendant, les choses ont avancé. Ouais. Et nous verrons lors du dépôt des permis. Mais pour l'instant, on a attribué le marché, on a attribué aussi une sécurité juridique, parce que c'était tout en enjeu aux acteurs de l'agriculture urbaine. Ouais. Ils ont maintenant une sécurité de l'utilisation de ce terrain qu'ils n'avaient pas auparavant. Ouais. Donc on avance petit à petit. Il y aura un premier coup de pelleteuse ou un premier coup de pioche avant 2024 ou pas? Non, parce qu'on est dans un processus évidemment long de permis d'urbanisme, de commission de concertation. Et puis il faut continuer la concertation avec évidemment les riverains, avec les acteurs du Champ d'Écailles. Et donc non, avant 2024, ce ne sera pas possible. Ouais, et en 2024, vous êtes candidat à Watermal-Boisfort, tête de liste? Écoutez, ça n'appartient pas qu'à moi, ça appartient à ma section en entier, mais en tout cas, je serai candidat à Watermal-Boisfort si ma section le désire, et tête de liste si elle le confirme, oui, bien sûr. Merci Martin Casier, donc député bruxellois et conseiller communal dans l'opposition à Watermal-Boisfort pour le Parti socialiste. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.